Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Data Watch. Bonjour Axel. Salut Bertrand. Comme vous voyez, on a changé de décor. Ça, c'est un peu plus sympa avec Ça les. step up. Ouais, avec les briques, c'est un peu plus joli. Donc aujourd'hui, on va parler de 3 sujets principalement. On va parler de Polars chez Decat, à la place ou comme on va voir, pas exactement remplacer en complément de Spark. On va parler aussi de LensDB, qui est un nouveau format de data, et on va finir par le serveur MCP de Monte Carlo. Donc du coup, sur Decathlon, il y a un article de Renato Losio qui est lui-même basé sur un autre article Medium de Arnaud Vénin. Je pense qu'on dit ça. Je crois que c'est un tech lead. Tech lead chez Decathlon. Chez Decathlon, exactement. Et il a fait un article Medium pour expliquer comment ils utilisent Polars chez Decathlon. Dedans, l'idée, c'est de se dire tous les jobs, tous les pipelines sont peut-être pas adaptés à être faits sur Spark. Peut-être que des fois, c'est overkill. Et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus adapté à faire qui permettrait peut-être de gagner du temps sur le commissionnement des clusters Spark, parce que ça prend pas mal de temps à tout mettre en place. Et est-ce que ça pourrait pas être simplement aussi plus rapide d'avoir du Polars. Et donc, c'est vrai que j'ai fait combien ? J'ai fait 2 ans, peut-être 3 ans chez Decat. Et effectivement, Spark, c'était le remplaçant de Talend. Quand je suis arrivé, c'était la fin de Talend. Okay. Et donc, ils ont commencé à utiliser Spark pour faire tout. Rien à voir. Talend, c'est du low-code. Low-code ETL, Ouais. je dirais classique. Pour ceux qui connaissent pas Talend, c'est une solution clic-bouton pour faire des flux. C'est ça. Comme Informatica aussi. Mhm. C'est le gros concurrent. Et donc, ils ont remplacé Talend par Spark. Et C'est ça. pour le coup, en termes d'ingénierie et de paradigme, il y a vraiment rien à voir. Non, clairement. Ouais. Pas du tout. Mais Spark était bienvenu quand même. Par rapport à Talend, c'était quand même pas mal. Et donc, effectivement, derrière ça, le contexte, et il se disait, les jobs Spark, ça met plusieurs minutes à démarrer. Je me souviens quand on a commencé à utiliser les clusters Spark, donc on utilise, je pense qu'on va en parler après, mais on commissionnait des clusters EMR chez AWS. Donc c'est le fait de démarrer un ordinateur qui a toutes les briques pour exécuter Spark. Et ça mettait au début, je crois, 12 ou 14 minutes à démarrer. En cold start. Ouais, exactement. Puis petit à petit, ils ont optimisé pas mal de choses et finalement, c'est arrivé à 8 minutes. Juste pour démarrer le cluster, donc ce qui est énorme. Mais ce qui est plutôt légion pour un cluster Spark. Bien sûr. C'est Ouais, pas clairement. 14 minutes, ça C'était pas semblait mal. long. Ouais. Mais 8 minutes, je pense que on doit être dans la moyenne. Mais déjà, ça prend pas mal de temps. Rien que pour les tests, sans parler de la prod, mais déjà, quand tu fais un test, il faut que tu démarres ton cluster. Donc déjà, tu peux pas faire tes tests avant 8 minutes. Après, tu fais tes tests, tu vois que ça plante. Bon, t'éteins ton cluster. Après, tu relances, etc. Bon, tu peux le laisser allumer pour continuer tes tests, mais il faut pas oublier de l'éteindre le soir. Et tu peux, en local, c'est facile de développer Je sais pas si tu peux simuler un cluster Spark. Alors, simuler, je sais pas. Par contre, depuis ton local, tu peux quand même allumer un cluster. Ouais. Tu peux allumer un EMR. Laisser allumer. Tu peux le laisser allumer et je pense que tu peux brancher ton dev local directement sur le cluster. Okay. Après, pour exécuter directement, bon, là, tu peux faire ça. Par contre, il faut vraiment pas oublier de l'éteindre. Ce qui pouvait arriver. Ça m'est déjà arrivé. Tout un week-end. Bon. Ah ouais. Ouais. Bon, ça va, il était pas trop cher. C'était un petit cluster, mais quand même. Ok. C'est de l'argent à gâcher. Ouais. Effectivement, il pouvait y avoir des coûts parce qu'on oublie d'éteindre un cluster. Donc, en prod, tu as tout automatisé. Tu as ton cluster qui s'allume, tu as ton pipeline, puis après, tu l'éteins. Ouais. S'il ne plante pas. Mais tu pourrais avoir aussi des coûts qui sont liés au surdimensionnement de ton cluster. Parce que surtout quand tu mets en place pour la première fois ton pipeline, tu vas te dire, alors je pense que le cluster, il a besoin de, je sais pas, 10 CPU, enfin vCPU, il a besoin de, je sais pas combien de gigas de RAM, etc. Donc tu vas commissionner un gros cluster qui va coûter cher à l'heure. Un peu au dos mouillé. Ouais, c'est ça. Après, tu peux affiner, mais du coup, c'est encore des tests à faire, encore une adaptation. Ouais. Donc ça pouvait être embêtant. Et des fois, ça pouvait être embêtant aussi la complexité de mettre en place tout ça. Parce que l'EMR, c'est vrai que c'est déjà une sorte d'image toute faite avec les outils tout faits dans cette image-là pour exécuter facilement Spark. Mais il faut quand même l'orchestrer. Il faut que tout soit bien paramétré déjà pour bien le démarrer, pour qu'il aille bien récupérer l'image de
de ton Spark pour aller l'exécuter, pour bien être branché partout sur tous les outils que tu as, et après bien éteindre, etc. Donc il y avait un peu d'ops quand même derrière. Mais globalement, Decathlon disait que c'est pas Spark qui est le problème chez eux, c'est le fait d'utiliser Spark pour des mauvais jobs. C'était surtout ça. À savoir aussi de Decathlon, à apporter encore un peu plus de contexte, eux, ils fonctionnent vraiment une, sur un lakehouse classique entre guillemets. C'est-à-dire que eux, ils fonctionnent sur, comme je l'ai dit, EMR, mais ils travaillent aussi sur Databricks. Apparemment, ils font une balance entre les deux. Ils n'ont pas mis tout sur Databricks, ils n'ont pas mis tout en mode EMR. Ils ont un peu fait de l'équilibre. Donc là, par contre, je ne sais pas la répartition des deux. De toute façon, vous pourrez voir dans l'article, il y a un schéma qui montre un peu ça. Et le central, c'est EMR et Databricks. Ils sont aussi sur S3 avec des formats de fichiers Delta au format Delta. Ouais, exactement. Ils ont aussi un catalogue de metadata qui est Glue. Ils ont une architecture, ils sont sur Databricks, donc l'architecture assez classique, bronze, silver, gold. Ouais. Et ils ont même un truc, c'est Insight à la fin. Donc c'est pour vraiment des agrégations spécifiques bien ciblées. Okay. Ils utilisent aussi la version managée de Airflow sur S3 qui est MWAA, donc c'est Managed Workflows for Apache Airflow. Équivalent de Composer, ouais, Mmh. exactement. Et ils industrialisent ça avec des GitHub Actions. OK. Pour la partie Je suis un CI/CD. peu étonné qu'ils utilisent, ça doit être un choix historique, Glue comme, que Databricks, ils ont le Unity Catalog ou Ouais, c'est Snowflake? ouais, Non, non, c'est Databricks. c'est Databricks. Ah non, ou c'est Polaris? Ah, je sais plus lequel a l'un ou l'autre. Je crois que c'est Databricks qui avec son Unity. Mmh. Alors je vérifie rapidement, pour pas dire de bêtises, mais le Unity Catalog, c'est Databricks. C'est ça? Ouais, du coup, ouais, intéressant de savoir, s'ils ont pour projet de passer au Unity Catalog qui est apparemment, le meilleur du marché. Mmh. C'est un peu la killer feature, en termes de gouvernance chez Mmh. Databricks. Après, comme ils ont pas encore tout basculé chez Databricks et qu'apparemment ils gardent encore des Ouais, clusters il EMR, doit y c'est peut-être avoir aussi pour ça. Par contre, dans l'article, j'ai pas cru voir DBT. Ou peut-être j'ai pas bien regardé, mais je sais qu'ils ont aussi du DBT. Ils en ont mis depuis quelques années. Après vu qu'ils parlent de Spark et de Polars, ça doit pas être directement lié, au modèle DBT, Ouais. je pense. Et donc du coup, Polars. Pour expliquer c'est quoi, parce qu'on en a parlé plusieurs fois dans le podcast, mais peut-être que tout le monde ne sait pas Ouais. encore. Polars, c'est une sorte de mini-moteur pour faire de l'analytique. Le but, c'est que ça fonctionne en mode colonne, que ce soit rapide, c'est écrit en Rust. Mmh. Et donc, c'est d'avoir en gros la possibilité de lancer en local un workflow analytique, même avec beaucoup de données. Ouais. Je vais encore en parler après, mais en plus, Polars permet de traiter des données en mode streaming, mais dans le sens streaming pour dépasser la RAM. Ça veut dire que tu vas traiter juste une partie, enfin au fur et à mesure tes données. Par chunk. Exactement, Mmh. c'est à peu près ça. Ouais. À peu près, je crois qu'il y a quand même une petite différence parce que les chunks, c'est des batchs, c'est des lots de données. Là, j'ai l'impression que c'est plus vraiment du streaming, c'est en flux continu. Mais l'idée est là. Et donc, Polar, c'est aussi de l'open source. Polar, c'est aussi dans l'esprit Spark. Dans les tests que j'ai pu faire sur Polar, ça ressemblait pas mal à Spark sur le traitement des données. Mmh. Le fait que tu traites en mode colonne tes données. Euh, et ce qui était aussi très important dans leur cas, c'est qu'il peut être exécuté sur un pod Kubernetes. Je ne sais pas si on en parle là de Kubernetes. Ouais, si, S, il me Ouais, semble. c'est ça. Et donc ça, c'est vraiment très important pour eux de pouvoir faire ça sur Kubernetes parce que un pod Kubernetes, pardon, c'est vraiment tu allumes une sorte de ressource. Une instance, Ouais, tu allumes une de instance compute, ouais, qui va gérer toute la sur partie laquelle tu ressources, as Pultra, etc. un Docker. Réseau. Et dedans, tu peux mettre tes images Docker, tes containers en fait. Ouais. Et tu peux mettre plusieurs containers sur un pod et ils peuvent partager les mêmes ressources entre eux. C'est ça. En gros, tu fais une sorte d'encapsulation logique de ton application. Mmh. Là, dans ce cas-là, pour moi, ils ont qu'un pod de Kubernetes et je pense qu'ils ont un container Polars dedans. Mais ce qui simplifie en fait la mise à disposition. Et on va en parler après. Pourquoi c'est important de pouvoir faire ça juste avec Kubernetes? Spoiler, c'est aussi pour le commissionnement de la machine Mmh. qui va être plus rapide. Là, il parle d'un call start à 2 minutes, il Ouais. me semble. Ouais, c'est ça. C'est là où je vais en parler.
Leurs données, ils sont aussi stockés ils sont stockés en parquet parce que du delta, c'est du parquet, mais avec de la métadata et donc qui est en plus. beaucoup plus «mince» Ouais, entre guillemets qu'un CSV, 2 fois au moins, je moins de crois. capacité de compression, de tes données, Ouais. mais effectivement beaucoup moins volumineux, Mmh. ce format. Exactement. Et le fait de pouvoir démarrer sur un pod Kubernetes, à contrario de Spark, c'est que Spark, lui, quand tu vas lancer, il va se lancer sur plusieurs machines. Ça va vraiment être un cluster énorme. Et après, il va y avoir des répartitions sur au niveau du calcul. Que là, juste un pod Kubernetes, c'est effectivement, quand tu disais, tu as juste une machine, tu as juste une instance Ouais, qui va s'allumer, ouais. et ce qui permet de passer des 8 minutes dont on parlait tout à l'heure avec Spark, d'allumage Mmh, de mmh, 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 mmh. Spark, de MR, à 2 minutes, Ouais, et qui peut être même moins. souvent, ouais, c'est moins. Ouais. Là, c'est 2 minutes parce qu'on est l'image, installée sur le conteneur est peut-être un peu grosse, Mmh. mais souvent, il y a un travail qui est fait de rationalisation des images et Mmh. avec le multistage et cetera. Bon, c'est pas le sujet, mais l'image en fin de compte est facile à installer et assez petite, en Ouais. fait, peu volumineuse. Après, ce qui peut prendre du temps, c'est aussi toutes les règles de sécurité chez Decathlon, qui a pas mal de Ouais, règles aussi à appliquer. à Bon, prendre en compte, ouais. ça Mmh. peut aussi prendre du temps. Et donc, pour eux, c'était la clé de passer par du pod Kubernetes avec Polar pour que ça soit diminué en termes de commissionnement de la machine. Pour tous les jobs qui sont quand même assez, resourceful, qui ont besoin de compute, Mmh. mais en évitant de lancer le Mégatron, Ouais. Spark, Mmh. où là, c'est plutôt fait pour traiter des centaines de gigaoctets et des Ah, clairement. téraoctets. Mmh. Mais souvent, avec l'EMR, peut-être qu'il y a certains modes de développement qui permettent de mieux gérer ça, mais si jamais tu traites des centaines de gigas de données dans Spark, il va falloir que globalement, tout ton cluster, ça se rapproche de la centaine de gigas de RAM. Ouais, bah, souvent ils disent, la moyenne d'un cluster, Spark, je l'avais noté, c'est 180 gigas de RAM et Voilà, 24 corps c'est ça. en Donc c'est CPU. énorme. C'est beaucoup, ouais. C'est énorme, et donc du coup, tu payes à un moment tout ça. Alors qu'avec Polars, comme ça peut s'exécuter, avec le streaming engine, ce qu'on parlait tout à l'heure, donc le traitement en streaming, tu pas obligé de commissionner, 180 gigas de RAM si tu as envie de Mmh, traiter à peu près mmh, 180, gigas de données. Là, ils disent que tu peux, traiter, à peu près, 10 gigas de données. Enfin, tu peux 10 gigas de RAM, pardon, pour traiter la plupart des données, et avec seulement 4 CPU pour 10 gigas mmh, ils donnaient 10 gigas de données sur, Kubernetes. Donc ça diminue drastiquement les besoins, mmh, même si après, ça peut prendre un petit peu plus de temps parce c'est le streaming qui va se faire, petit à petit, mais tu gagnes énormément de temps déjà en commissionnement de la machine. ouais. Donc ce qui était déjà franchement intéressant, et donc ils rappellent dans l'article qu'ils veulent pas remplacer Spark partout, c'est pas du tout le but, parce Mmh qu'il y a mh. quand même, des workflows qui nécessitent, d'avoir, la capacité de traitement, de Spark, et eux, ce qu'ils veulent, c'est déjà se poser la question sur les nouveaux workflows, sur les nouveaux pipelines qu'ils veulent mettre en place. Est-ce que la table déjà source d'entrée, elle est inférieure ou égale à 50 gigas, ou est-ce qu'elle est plus? Si c'est inférieur, dans ce cas-là, ils se disent, est-ce que la taille de la table, elle va être à peu près stable dans le temps, Mmh. ce qui peut être faisable selon la table. Est-ce que le traitement qu'on va mettre en place a une complexité raisonnable? Quand il parle de complexité, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de jointures qui vont être lourdes? Mmh, mmh, Ça mmh, peut mmh. arriver même sur des petites tables. Est-ce qu'il y a beaucoup d'agrégations? Ou est-ce qu'il y a des fonctions qui sont un peu exotiques ou pas? On va voir ce qu'ils veulent mettre sur Logique. fonctions Ouais. exotiques. Et si jamais donc ça remplit un peu tous ces critères-là, inférieur à 50 gigas, et que c'est, une complexité raisonnable, Mmh mh. dans ce cas-là, ils mettent en place, donc pas un cluster, mais un pod, Kubernetes pour exécuter du Polars. Par contre, ils remontent quand même des warnings. C'est le fait que Kubernetes, apparemment, pour eux, c'est une nouvelle brique à utiliser, et donc apparemment, il faut qu'ils montent en compétences là-dessus. D'accord. Peut-être sur la partie sécurité, data ops. OK. Apparemment, il faut quand même qu'ils aient une compétence, pour faire ça. Il parle aussi de l'augmentation des frictions, ça risque d'augmenter les frictions entre les équipes, surtout quand il y a des équipes, qui «partagent» entre guillemets le pipeline.
Ça veut dire que ta source de données est dans une équipe, toi tu vas avoir une autre partie de ton pipeline et puis en fait tu as une autre équipe qui va se brancher et cetera. Mmh. Si jamais tu as une équipe qui est pas encore passée à l'utilisation de Polars, tu peux avoir, différentes briques et apparemment ça pourrait poser problème. Ils appellent ça le pipeline hopping. C'est le fait d'avoir un pipeline, transverse entre les équipes. Heu, Ça peut nécessiter ça peut, générer de la friction et ça peut aussi dire que le ownership, il peut être flou aussi. OK, Parce j'ai jamais été confronté, à ce problème, personnellement, mais Bah, moi j'ai déjà peut-être bah, pour des très gros projets, moi j'ai déjà eu, ça où tu as, la donnée source qui n'est pas à toi, qui est mise à disposition par une équipe. Toi, tu as ta brique au milieu et puis après tu as encore d'autres équipes qui vont consolider ça. En gros, j'ai une équipe qui gère le bronze, moi je suis sur la partie silver, puis tu as encore une autre équipe qui fait le gold. Moi j'ai déjà vécu ça. OK, mais en Mais en termes utilisant les mêmes technologies? Ouais, par contre, quasiment tout le monde utilisait les mêmes technos, donc il y a pas eu ce problème-là. Donc effectivement, pour résumer, ça peut être vraiment intéressant de se poser la question, dans les missions de chacun, dans les entreprises, est-ce qu'il y a besoin à chaque fois d'utiliser la grosse artillerie pour Mmh. traiter les données? Là, on parle spécifiquement de Decathlon avec Spark, Polars. Et pareil, s'il y en a qui sont sur, par exemple, BigQuery, est-ce qu'il faut toujours utiliser BigQuery pour faire du traitement? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus léger qui serait peut-être moins cher en compute? Même si le stockage reste sur BigQuery, ou éventuellement, est-ce qu'on a besoin de laisser le stockage sur BigQuery? Est-ce qu'on ne peut pas stocker sur Cloud Storage en mode iceberg? Et Mmh. donc, tu peux brancher en fait tes tables BigQuery sur ton iceberg qui est sur ton Cloud Storage. Tu fais ton compute dessus. À voir, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres possibilités qui pourraient être plus efficaces, peut-être moins chères aussi? Euh, à se poser la question. Après l'outil Polars, ce qui est bien, c'est que c'est le même type de fonctionnement qu'un cluster Spark, Ouais. en fait. Donc, Mhm. c'est du data frame, quoi qui tu pas besoin de changer de paradigme. Mhm. BigQuery, en termes d'outils, je dirais open source, qui ressemble à de la table orientée colonne, Mhm. OLAP, on a DuckDB, Ouais. mais je me pose la question, est-ce que vraiment, exécuter du DuckDB, sur du pod Kubernetes, ça ferait gagner, par rapport à juste du calcul porté par BigQuery? Il faudrait Ça pour tester. le Faudrait Après je tester. sais qu'il y a, DuckDB fait un lakehouse maintenant Mhm. aussi. Motherduck. Ouais. Ah non, c'est pas Motherduck, c'est C'est Moverduck, c'est la société qui Duck porte, House. Non, non, c'est, Lake. Ah, j'ai oublié. Lake Duck, Duck Lake. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Ouais. Ils ont mis ça en place il y a quelques mois. Ouais, ils ont mis ça en place. J'ai essayé un peu en local, en pas mal. Il y a pas mal de features à développer, notamment sur le cataloguing mais on pourrait, se dégager une solution, pour l'équivalent, de ce qu'on vous a présenté là, Mm. pour ce genre d'usage, OLAP. Ouais. On verra, à tester. Ouais, clairement. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que c'est vraiment. Je pense qu'ils ont en tête le vendeur lock-in. Que Spark, ça te bloque pas. Tu peux faire du Spark un peu partout. Polars, tu peux faire du Polars un peu partout. Il faut juste que tu aies les ressources. Mais globalement, tout le monde propose de Ouais, la mise à les disposition de providers, ressources. ils ont tous une solution, Kubernetes, Ouais, c'est ça. on demand, quoi. Que si jamais on est sur BigQuery, il y a quand même du vendor lock-in sur BigQuery, surtout si tu Mmh. utilises le storage BigQuery. Donc Ouais. je comprends un peu les choix de Decat. Après, à voir, est-ce qu'il faudrait pas utiliser un peu, enfin se diversifier un petit peu. À voir. Ouais, ouais, un POC technique, effectivement, je pense qu'après, Polars, il a la maturité. Mm. DuckDB, je sais Bah, c'est en version instantanée, pas, mais ouais. on en a parlé, ouais, Mm. il y a quelques mois. Ouais, à voir, C'est mais ça. notamment avec l'aspect Lakehouse. Mhm. Donc en gros, les articles des différents auteurs à chaque fois, à la fin, si on peut faire une conclusion, c'est pas de se poser la question est-ce que c'est du Spark ou pas Spark, c'est est-ce que mon problème mérite vraiment un cluster distribué Ouais, pour faire carrément. le choix, si on pouvait retenir quelque chose. Et donc après, tu as lu un article qui parle de LensDB, c'est ça? Ouais, donc, je sais pas si c'est une base de données quoi, LensDB ou c'est le format Lens. Pour moi, c'est un format. C C'est un format Parce que fichier. c'est pour moi, c'est juste Lens, le format. Après, il y a peut-être une Ah! solution en plus qui s'appelle LensDB. Mmh. Hem, mais en fait, on a notre fameux Daniel Beach Ouais. qui est tout le temps, moi j'aime bien parce qu'il a une approche, cut the bullshit.
À Ouais. chaque fois qu'il voit un nouveau une nou un peu une nouvelle hype, apparaître, Mmh. il saute dessus il est assez, revendicatif, Mmh. dans son approche de la data, ce qui est bien. Mmh. Heu, hem et donc là, il parle de le du fameux nouveau format de fichier Lens Mmh. et il le compare à 2 notamment 2 formats qui ont fait leurs preuves et qui sont des piliers de la data. Ouais, C'est qui sont utilisés un peu partout, ouais. Mmh. Parquet et Avro. Ouais, clairement, c'est les 2 gros fichiers. Parquet, c'est Ouais, du Delta, il y a du Parquet, du Iceberg, il y a du Parquet. c'est ça. Ouais. Donc en fait, juste en aparté, Mmh. la plupart du temps, on va avoir du JSON ou du CSV Ouais. pour des petits besoins, Mmh. mais dès qu'on veut industrialiser, faire ça proprement, on va sur du Parquet ou de l'Avro. Mmh. En fait, ça dépend du besoin. Donc le Parquet, c'est le standard de l'OLAP, donc de Mmh. l'analytique. C'est un format de stockage orienté colonne. Mmh. Donc c'est vraiment le format, roi pour les cas d'usage data warehouse. Ouais. Donc nous, par exemple, on utilise, BigQuery. La plupart des fichiers qu'on va traiter va être du Parquet, Mmh. hem, parce que c'est le plus performant et si on a une table de 100 colonnes et on en a besoin que de 3, en Mmh. fait, derrière, c'est le même moteur, je sais plus, Sur BigQuery, ouais. sur BigQuery Mmh. où en fait, c'est un moteur colonnaire Mmh. et il peut réduire la demande d'IO. Donc comme il est pas orienté ligne, il a besoin que des Mmh. colonnes. Donc il traite les Il données traite les que données, heu, nécessaires, quoi. nécessaires, ouais, Ouais. les champs qu'on lui donne. Mmh. Heu, donc l'écriture, elle est assez coûteuse, mais l'évolution de schéma, quoi, la lecture, elle est optimisée et Mmh. l'évolution de schéma, elle est possible, mais un peu moins souple, qu'Avro. Ouais. Parce qu'Avro, c'est une méthode, qui est reine, pour des cas d'usage de streaming, Mmh. souvent couplés à des solutions comme, Kafka. À l'inverse, l'écriture est rapide, donc pour des petits lots ou du streaming, c'est parfait. Et le schéma de données est autocontenu. Mmh. Donc l'évolution de schéma, bah, c'est sa grande force. C'est que comme c'est stocké, en fait, les changements, ils sont faciles via le schéma registré. À l'inverse, bah, pour la lecture et pour notamment la lecture, analytique, Ouais. donc colonnaire, bah, c'est beaucoup moins optimisé. Mmh. Lens, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils vont dit: «Ben, pour challenger les besoins de l'IA, on va créer un nouveau format Mmh. où on veut, entre guillemets, «le meilleur des 2 mondes». Donc l'orientation, elle est quand même colonne, Oui. mais les cas d'usage, ils vont être sur des bases, ni analytiques, ni, row based, Par ligne? Transactionnel? transactionnelles, Mmh. hem, mais sur des bases vectorielles. Mmh. Et donc pour ça, ils vont faire, du random access, du vector search, du versionning, Mmh. donc sans duplication massive. Mmh. Et donc Hem, le vector, ça permet aussi de stocker de l'image, de la vidéo, de l'audio ouais, et cetera. c'est ça et qui va être, du coup réparti quoi, dans ta base vectorielle. Et il est écrit en quel langage, Lens? Lens, je l'ai pas noté. Parce qu'il est écrit en Rust aussi, c'est Ah, quand c'est en même Rust? ouais, c'est en Rust. Apparemment à peu près à 80 en Rust, ce qui est bon signe aussi en termes Mais de comme la perf. plupart des bases vectorielles, là je vois Ouais, Qgrant, maintenant, tout est développé en Rust. ouais, J'ai clairement. l'impression que toutes les nouvelles solutions, qui ont besoin de De perf. performance et de Mmh mh. sécurité, quoi et de fiabilité, Mmh. ils partent sur du Rust les ingés. Et donc au final, qu'est-ce que tu comprends de sa conclusion à Daniel Bish? Parce que j'ai l'impression qu'il dit:
OK, on prend le meilleur des 2 mondes, mais il le fait pas forcément Mmh mh. aussi bien que Mmh. l'un et l'autre et qu'il y a des goulots d'étranglement. Globalement, avec, la comparaison, parce qu'il fait une comparaison après pour, tester un peu, Parquet et Lens. Qui dit, c'est que, déjà Lens, ça prend 3 fois plus de place. C'est très volumineux, Ouais, le stockage, ouais. c'est très volumineux. Je me demande s'il parlait pas Beaucoup moins de compression. beaucoup moins de compression. Pour tout ce qui est agrégation, il disait que c'était plus performant d'utiliser Parquet. Pour l'accès aléatoire, apparemment, normalement, c'est une des promesses de Lens, c'est d'être plus rapide sur la lecture aléatoire des données. Le random access. Ouais, Mmh. exactement. Mais apparemment, Parquet est aussi plus rapide, dessus, alors que c'était une des promesses. Heu, donc il dit que Lens est plus lent, plus volumineux sur des données tabulaires. Donc finalement, pour de la data engineering classique, parce qu'on va faire la différence entre data engineering classique et plutôt IA/ML. Ouais. Sur la data engineering classique, il y a pas de gain de Non, performance. c'est pas du tout un outil data eng. Exactement, c'est ça. En gros, c'est la conclusion qu'il dit, c'est pas fait pour faire de la data engineering, classique, Mmh. mais par contre, c'est peut-être plus adapté pour faire du ML IA, justement par rapport à la vectorisation. Le fait de pouvoir y stocker, de l'image, de la vidéo et cetera, faire des embeddings. Donc là, ça pourrait être, plus adapté parce que Parquet, là, il gère pas ça, ce type de données. Heu, donc Lens, c'était un peu donné comme un Parquet Killers, comme d'autres formats, Ouais. mais clairement, ça l'est pas. Ça En va fait, pas c'est pas le remplacer. même cas d'usage. C'est pas le même cas d'usage. C'est plus pour, du traitement multimodal, donc Mmh. pour du ML, pour de l'IA. Mais clairement, pour le reste, c'est pas ça. Donc, Ah. en conclusion, c'est vraiment Lens, c'est pas un parquet killer comme il le revendiquait aussi. Pour lui, c'est vraiment un format ML spécialisé pour le ML, et donc intéressant pour certains types d'usages, Ouais. mais c'est totalement inadapté pour la partie data engineering euh, au quotidien. Ouais. Et après tu cherchais LensDB parce que ça me Mhm. dit quelque chose. Ou c'est peut-être Heu, l'éditeur. LensDB, Vector Database. D'accord, donc je pense ils ont créé un produit, quoi, une base de données vectorielle. Mhm. Parce que je vois Vector Database for RAG Agents and Hybrid Search. Mhm. Qui utilise du coup le format Lens Mhm. pour le stockage. Ça Ouais. marche. Et du coup, dernier article de Monte Carlo, c'est surtout pour annoncer que Monte Carlo mise sur l'IA agentique pour vraiment essayer de sortir les équipes data du mode pompier à chaque fois pour dire ah là il y a un problème, il faut qu'on agisse tout de suite, etc. Ils veulent être peut-être un peu plus en préventif et aussi un peu plus en mode interaction avec ton monitoring. C'est ce qu'on va parler après. Euh, Derrière cette idée, c'est pour annoncer que Monte Carlo lance son serveur MCP qui est branché sur sa solution. Mmh. Parce que derrière ça, ils trouvent que les équipes data passent vraiment trop de temps à éteindre les incendies, pas assez pour s'améliorer structurellement sur la partie qualité, sur la partie fiabilité des données. C'est en gros la promesse de Monte Carlo. Là, c'est pour faire aussi un peu plus de pub pour eux. Ils disent que ils passent pas mal de temps sur les incidents, sur les tickets Slack, sur les demandes ad hoc, les personnes qui viennent directement te contacter. Et donc ça empêche d'avoir aussi une vision globale parce que tu traites en fait au fil de l'eau. Tu Mmh n'as pas mh, mmh. une vraie gouvernance sur la partie monitoring. Et donc avec leur serveur MCP, ça veut dire que les entreprises vont pouvoir brancher leur IA générative. Enfin, tu peux brancher des IDE aussi, du Cursor ou d'autres IDE, tu peux brancher du Claude ou tu peux brancher ta propre solution d'IA générative directement sur le serveur MCP de Monte Carlo. Et grâce à ça, ça te permet d'interagir en mode textuel sur ton monitoring. Mmh, mmh mh. Euh, les cas d'usage, ça peut être par exemple d'analyser les tendances d'un accident. L'IA pourrait répondre quels sont les types, tu pourrais poser la question à l'IA, quels sont les types d'incidents qui reviennent le plus, donc basé sur le monitoring, quelles sont les étapes qui génèrent le plus d'alertes critiques. Comme ça permet via ton IA, via le serveur MCP, d'analyser la fréquence des incidents, le taux de résolution, les problèmes d'ownership, de qui gère quoi. Et donc, ça permet de passer de décisions du
Je pense que ça doit être cette table-là qui revient assez souvent ou sur quelque chose d'un peu plus, factuel. Un autre cas d'usage, ça je suis un peu plus tendu là-dessus, c'est pour aider à planifier les sprints. Donc là, je trouve que c'est un peu trop d'aider à planifier les sprints. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que l'IA peut suggérer quoi prioriser. Je me dis, ça va être compliqué vraiment de laisser l'IA prioriser tout ton sprint parce que par exemple, le VO qui gère ça, lui, il a des contacts métiers, il a une vision beaucoup plus globale que juste d'avoir un monitoring, que juste de regarder ce qui ressort le plus. Mais si tu as jamais dans ton sprint, tu as un objectif de fiabilisation des données, là, ça pourrait être pas mal d'utiliser l'IA pour dire sur la partie fiabilisation, dis-moi ce que je dois prioriser pour diminuer mon run, par exemple. Parce que lui, il sait, hein, ils sont à une étape où ils ont pas besoin que tu leur dises, quel test mener. Mm. Il l'automatise et il l'expose, Ouais, directement. tout à fait possible. Et après, il y a un autre cas d'usage. Donc là, on parle d'agents. C'est plutôt des workflows agentiques, mais là, qui se brancheraient pas que aussi sur le MCP enfin sur l'outil Monte Carlo, mais qui pourraient aussi exploiter le code que tu as sur GitHub, qui sont liés Mmh. à l'alimentation des tables. Sur Jira, donc il y a aussi une visibilité sur ce qui est en cours, éventuellement sur ta backlog. Sur Slack pour voir un peu les tickets. Bon, après, je sais pas si on fait des post-mortem sur Slack, mais en tout cas, avoir de la documentation. Et il pourrait aussi se brancher sur DBT. Donc là, pour avoir ton code workflow. Mmh. Et il donne quelques exemples. Par exemple, à partir du moment où il y a un incident qui est résolu, l'IA pourrait générer automatiquement un post-mortem OK. sur ça, ce qui est pas mal parce que c'est vrai que des fois, c'est chiant de faire un post-mortem. Ouais, ouais, ouais. Euh, et le post-mortem, on pourrait le relire éventuellement pour adapter certaines choses. Mmh. Et l'IA, une autre IA, peut-être pas la même ou peut-être la même, ou une autre IA pourrait être branchée aussi sur ton post-mortem Mmh. pour faire une sorte de RAG en fait pour ton IA générative. Donc ce que je trouve intéressant. Les exemples, ça pourrait être aussi la récupération des alertes, des changements de code, des tables qui pourraient être impactées sur ce que tu vas mettre en prod, résumé des causes racines, de l'analyse des causes racines en à peine quelques secondes, au lieu de toi pour dire alors là j'ai un problème sur cette table là, donc déjà tu es en mode pompier, tu réagis. Est-ce qu'il y a déjà un historique dessus? Quel est l'historique? OK, il y a eu ça. Tu vas lire déjà le post-mortem qui a été écrit avant. Tu vas aller voir autre chose pour est-ce que ça va répondre ou pas à ma problématique actuelle? Donc déjà, tu prends beaucoup de temps à te documenter sur ce qu'il y a eu historiquement, qu'avec l'IA, tu pourras avoir une réponse presque instantanée. Ce qui est surtout bien avec l'IA, en tout cas moi c'est que, quand je suis sur un pipeline de données, heu, souvent, on n'a pas tout le sens Ouais. métier Mmh mh. de ce que ça fait, de pourquoi il y a telle règle ou telle jointure ou Mmh. pourquoi on ramène telle donnée. Hem Et pourtant les cas d'usage des pipelines, au niveau du business, Mmh. c'est souvent les mêmes besoins. Mmh. Quand tu es dans la grande distribution, dans l'industrie, de tel ou tel domaine, dans la santé et cetera. Ouais. La plupart des tests, les batteries de tests que tu fais, tu vas les retrouver potentiellement assez fréquemment, dans tous les pipelines des différentes entreprises et la politique de test, elle est assez difficile à mettre en place quand tu arrives sur un projet que tu connais pas. Mmh. S'il y a pas déjà beaucoup de tests et que tu aimerais bien consolider, la politique de test de ton projet, Ouais. l'IA peut te l'apporter. En Mmh. fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'il peut te dire, «Bah, là, en fait, je vois que tu calcules, tel ou tel indicateur, Mmh. plus tard qui vient de cette partie-là du pipeline. Il y a beaucoup de problèmes de fiabilité de données qui sont remontés par le métier sur tel ou tel, cas d'usage en général. Mmh. Je vais te mettre en place tel et tel test et il t'explique pourquoi il les met en place, à Mmh. quoi ça va servir et ça, c'est pour moi le 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 top du top d'une solution IA Mmh. pour une solution, comme Monte Carlo. Ouais. De monitoring, d'observabilité. C'est qu'il va te proposer, il va comprendre, heu, ton pipeline mieux que toi. Mmh. On va pas se mentir, tout le sens, lui, en fait, avec le moteur, d'intelligence artificielle qu'il y a derrière, Mmh. il comprend, et d'ailleurs, j'étais quand même assez impressionné avec les dernières versions Mmh. des modèles. C'est qu'il me ren il me je lui dis: «Propose-moi des renommages de champs ou de Ouais. variables» et cetera et c'est hyper précis, je trouve.
et Mmh. c'est vraiment du beau nommage qu'il me propose et on comprend le sens, Mmh. avec le nommage. Donc il s'approprie la logique métier, il s'approprie bien sûr, l'aspect technique Ouais. et à partir de ça, il peut proposer des politiques de test beaucoup plus pertinentes Mmh. et donc et bien sûr, il le met en place et il l'expose, OK. heu, avec, avec les outils, de Monte Carlo, Mmh. l'aspect dashboarding et maintenant l'utilisation du côté agentique. Ouais. Qui peut se propager, dans d'autres services. Donc ça apporte vraiment beaucoup pour, l'observabilité, Mmh. pour Et avoir une même vision peut-être un peu plus étoffée de ce qu'on pourrait avoir nous, ouais. ouais, Mmh. carrément. Non, clairement. Donc c'est vrai que l'IA, c'est vraiment utile, surtout quand on est branché sur un peu tout, sur tout le contexte, de la data platform. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Et pour conclure, Monte Carlo, eux veulent pas remplacer, les data engineers, évidemment, par l'IA, mais vraiment utiliser l'IA pour, comme tu le disais, transformer la partie observabilité, heu, afin de pouvoir prendre des décisions qui sont vraiment factuelles, Mmh. heu et permettre de sortir, du mode pompier. Ouais. C'est surtout ça derrière. Mais pour moi, tout cet aspect IA, Mmh. forcément ça je pense que ça va un peu, étouffer le besoin en data engineer, mais ça va rapprocher le data engineer du métier, des ops, Mmh. on va savoir beaucoup plus de choses et aller beaucoup plus vite. Mmh. Donc on va être plus polyvalent, je pense. À condition aussi de bien maîtriser, toutes ces nouvelles, manières de développer et d'utiliser la tech. Je pense que ça, c'est important de pouvoir bien maîtriser la partie IA Mmh. générative, de pouvoir se l'approprier. Ouais, Parce qu'effectivement, sinon on va se faire dépasser aussi, ouais. ouais. Mmh. Après, il y a pas mal d'entreprises qui ont maintenant des équipes, IA Mmh. qui mettent à disposition un peu, comme une équipe data platform qui traditionnellement te mettent, la stack technique, quoi, une route pavée, Mmh. avec, les outils techniques. Bah, là, il va y avoir une équipe IA qui va mettre une route pavée, pour la prise en main de l'IA, Mmh. de, des agents, Ouais, via MCP et cetera, avec les bonnes pratiques, la sécu ouais. C'est ce qu'on parlait la dernière fois qui est qui est pas mal. important, ouais. Ouais. Hem, donc après les évolutions et les besoins en créent de nouveaux. Il faut juste, se faire de la veille, suivre, Datawatch Exactement. et Très bonne conclusion. ça va bien se passer. Bah, merci Axel. Heu, Merci. merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez, DataWatch est disponible sur plusieurs plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, YouTube, et je crois que c'est aussi disponible sur d'autres podcasts de manière un peu non officielle, qui reprennent le flux RSS, du OK, podcast. C'est ce que j'ai pu voir. OK. Et hésitez surtout pas, si vous souhaitez approfondir certains sujets, à nous poser des commentaires, à nous contacter directement sur LinkedIn. On pourra répondre à vos questions, Et si vous voulez et passer réfléchir dans le ensemble. podcast, Et si vous voulez aussi passer dans le podcast, il est ouvert. n'hésitez pas. On sera très heureux de pouvoir vous accueillir et D'accord. discuter avec vous sur des sujets Sur d'actualité. vos expertises. Exactement. Mmh. Et pensez aussi à mettre 5 étoiles, mettre un pouce, etc. sur les différentes plateformes pour qu'on puisse aussi remonter, ce qui permet aussi à d'autres auditeurs de faire leur veille en data engineering et plus. Merci encore, à bientôt.